Notre conférence va être consacrée aux cellules gliales, futur levier d'action puissant contre les maladies du cerveau. En effet, dans nos cerveaux, il y aurait 10 à 50 fois plus de cellules gliales que de neurones et leur rôle semble particulièrement important pour aider à combattre les maladies neuro-évolutives et également les maladies mentales. Pour évoquer ce sujet, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre Magistretis, vos applaudissements, qui est médecin et neuroscientifique suisse, professeur émérite, ancien directeur du Brain Mind Institute de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, conseiller scientifique du Centre de recherche biomédicale Climatech. Bienvenue à vous, je vous en prie. Et donc, pour animer cet échange, Anne Jean-Blanc, responsable éditoriale de Neuroplanète. J'ajoute, Anne, le temps que vous vous installiez, Pierre Magistretis dédicacera plusieurs de ses ouvrages au terme de cette conférence, dont le dernier livre paru chez Odile Jacob, À chacun son cerveau. Et je vous passe la parole. Merci. Alors effectivement, dans notre cerveau, il n'y a pas que des neurones, mais vraiment pas que des neurones. C'est une notion qui est assez ancienne, mais les neurones étaient toujours utilisés, étaient toujours étudiés en premier. C'est devenu un peu les rois du cerveau, alors que non. Hein. La moitié du cerveau, c'est des cellules gliales. C'est quoi ces fameuses cellules ? Alors effectivement, comme vous l'avez noté, elles ont été identifiées déjà au milieu du 19e siècle, mais elles avaient un handicap, si j'ose dire. Elles ne produisent pas de signal électrique. Donc, comme l'outil d'exploration du cerveau a été, et toujours, et c'est évidemment très utile, l'électrode qui enregistre l'activité électrique des neurones, ces cellules étaient silencieuses et donc on a dit c'est de la colle, la glu, qui tient les neurones ensemble. D'où le nom de cellules gliales. Oui, glu, la glu qui tient les neurones. Et puis, je dirais au cours des 30 dernières années, on a réalisé qu'en fait, ces cellules étaient des sortes d'usines chimiques du cerveau qui produisaient toute une série de molécules utiles au fonctionnement des neurones. Et ceci a été possible grâce au développement de diverses technologies d'imagerie cellulaire. Notamment, tout d'un coup, on peut voir ces cellules gliales lorsqu'elles sont activées. Et donc, c'est la lumière qui a amené notre connaissance sur ces cellules gliales. Alors justement, comment on a pu les voir ? C'était quoi les examens qui ont permis en premier de les voir et surtout de les voir agir ? Parce que la glu, on peut la voir, mais c'est inerte. Donc on a pu, pour les différents types, mais on a pu notamment voir qu'ils utilisent un ion, le calcium, pour communiquer entre elles. Les neurones, pour communiquer entre eux, utilisent l'électricité, puis de la chimie, les neurotransmetteurs. Les cellules gliales, elles sont en fait connectées les unes aux autres, et donc elles s'envoient des signaux par ce calcium qu'on peut visualiser. Alors qu'on visualise comment ? Alors, avec des techniques, on appelle ça de fluorescence microscopique. Voilà. Donc, juste en pratique pour bien comprendre, oui. C'est vous injectez un produit au patient et puis vous voyez après ce qui Alors, se passe. Alors, ça, c'est au niveau expérimental, au niveau cellulaire. In vivo, en fait, on ne peut pas vraiment identifier encore les cellules gliales. On ne les voit pas, il y a l'IRM. On ne les voit pas. On les voit indirectement parce que, comme peut-être je le dis tout à l'heure, c'est elle qui amène du glucose dans le cerveau. Et donc, on peut visualiser le captage de glucose dans le cerveau par des scanners appropriés, la tomographie à émission de positons, un peu barbare, mais on peut utiliser cette technique pour visualiser la consommation de glucose qui est en premier lieu, a lieu dans les cellules gliales, dans un type de cellules gliales. Alors, avant de détailler ces cellules gliales, je voudrais juste qu'on finisse par l'exploration. Est-ce qu'il y a des techniques d'exploration qui sont actuellement expérimentées, qui vont permettre de mieux en mieux voir ces cellules, puisqu'on va voir leur importance dans très peu de temps ? Oui, je pense. On a des marqueurs qui, de nouveau, peuvent être vus avec ces techniques d'imagerie, mais on est loin de la résolution cellulaire de dire, voilà, on voit directement les cellules gliales. Mais ce qu'on peut mettre en évidence, c'est des molécules, des signaux dont on sait qu'ils sont produits par les cellules gliales et en déduire que ce sont ces cellules qui sont actives ou moins actives dans une certaine circonstance. Alors, il y a 3 grands types de cellules. On va peut-être commencer par
par ceux qui s'appellent les oligodendrocytes. On Oui. finira par les plus importants. On va commencer. Voilà, Alors, les mais on va les... oligodendrocytes, voilà, ils sont rapide. importants aussi quand même, mais Mais ils peut-être sont un quand peu même moins. importants. Donc, c'est oligodendrocytes, c'est des cellules. Peut-être que je peux. Il y a une slide, oui. Oui, je vais montrer la première. Voilà. Voilà. Donc, ce sont les cellules en haut à gauche, oligodendrocytes. Et ce que vous voyez, c'est qu'elles engainent ces bouts jaunes qui engainent ce qu'on appelle l'axone, c'est-à-dire l'unité de signalisation principale du neurone. C'est comme ça qu'un neurone communique avec les autres C'est neurones. le prolongement de la cellule Voilà. neurone. Oui. Voilà. Et en fait, les oligodendrocytes produisent un isolant, la myéline. Alors, c'est comme pour un câble électrique qui transporte du courant. On a du plastique autour pour l'isoler. Eh bien, la myéline est un isolant. Et il y a une maladie dans laquelle ces oligodendrocytes dégénèrent. C'est la sclérose en plaques. Et ce qui fait que la conduction nerveuse est considérablement perturbée, d'où les symptômes sensoriels et moteurs de cette maladie. Donc, c'est des cellules importantes et vulnérables, très vulnérables. Donc, voilà. Ensuite, il y a le deuxième type. Pardon, elles sont vulnérables à quoi, ces cellules? Notamment au manque de glucose. Et donc, si vous voulez, ce sont des cellules qui assurent les grandes voies de communication à l'intérieur du cerveau, ce qu'on appelle la matière blanche. Oui, Donc, la matière blanche, oui. Voilà, qui sont les câbles qui connectent d'une région à l'autre. Et justement, lorsque, dans la sclérose en plaques, mais aussi, il faut bien le dire, dans les maladies neurodégénératives, dans certaines maladies psychiatriques comme la schizophrénie, il y a des perturbations de ces grandes voies myélinisées, comme on les appelle, c'est-à-dire à conduction rapide qui connectent une région du cerveau à l'autre. Et maintenant qu'on les connaît mieux, est-ce qu'on pourrait envisager justement de limiter leur disparition, leur dégénérescence? Bon, Voilà. pour ce qui est des cellules, des oligodendrocytes, on sait que maintenant, pour la sclérose en plaques, il y a quand même des interventions thérapeutiques qui vraiment améliorent les conditions. C'est ce qu'on appelle les interférons, donc une cytokine, qui diminue l'inflammation. Parce que dans tout processus dégénératif, dans le cas particulier des cellules gliales, des oligodendrocytes, il y a une inflammation. On l'a entendu tout à l'heure avec la première présentation. Et donc, en diminuant l'inflammation, on diminue la dégénérescence et donc on peut améliorer la situation clinique. Et effectivement, il y a quand même des grands progrès qui ont été faits concernant la prise en charge de la sclérose en plaques. Alors, deuxième type de cellules, microglies. Pourquoi ce nom? Alors, microglies, c'est parce qu'en fait, c'est des cellules qui n'appartiennent pas, entre guillemets, au départ, au cours du développement, au cerveau. Ce sont comme des macrophages, les globules blancs qui circulent dans le sang. Eh bien, au cours du développement embryonnaire, certains d'entre elles vont se positionner dans le cerveau et vont jouer aussi le rôle que les macrophages, que les cellules, les globules blancs jouent à la périphérie, c'est-à-dire lutter contre l'infection et l'inflammation. Donc, c'est bien d'un côté. Le problème, c'est qu'elles peuvent assez facilement s'hyperactiver, se suractiver, et là, elles deviennent dommageables pour les neurones. Et en fait, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, une des approches actuelles pour en tout cas tempérer les dommages neuronaux dans la maladie d'Alzheimer ou dans les maladies dégénératives, on peut cibler l'inflammation et les cellules principales qui créent l'inflammation dans le cerveau, ce sont justement ces cellules microgliales, donc qui protègent, mais en même temps protègent trop et finalement détruisent les neurones. Ces cellules bleues, là, elles ont un petit peu des allures de neurones, hein? Les cellules, pardon? Elles ont un petit peu... ces cellules microglies, c'est celles en bleu en haut à droite, là. Physiquement, elles ont un petit peu, elles se présentent un peu comme des neurones avec plein de petites ramifications. Non, c'est juste... Pas vraiment, non, parce qu'elles n'ont pas d'axone, par exemple. Donc, de cette longue fibre qui connecte avec les autres. Et puis le dernier type, qui est en bas à droite, qui entoure un capillaire sanguin en rouge, c'est l'astrocyte. On l'appelle astrocyte parce que ça a la forme d'une étoile. Et c'est des cellules qui, en fait, ont beaucoup de prolongements et qui connectent le sang, les capillaires cérébraux, aux connexions entre les neurones, donc les synapses. Et donc, c'est des cellules qui peuvent détecter lorsque les neurones sont actifs et permettre d'importer le glucose, qui est le substrat énergétique principal du cerveau, à l'intérieur du cerveau. Ce sont donc des cellules nourricières des neurones
Et une des lignes de recherche actuelles dans la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives, c'est de se dire que ces astrocytes ne font pas leur travail, n'arrivent pas à amener suffisamment d'énergie aux neurones qui deviennent donc plus vulnérables à toutes sortes d'agressions, inflammations et autres. On a entendu ces protéines a priori pathologiques, je pourrais commenter plus sur ces protéines, mais voilà le rôle de ces astrocytes. Parce que donc ce que vous dites, c'est que finalement, si on pouvait aider entre guillemets les astrocytes, on limiterait peut-être les autres dommages des maladies neurodégénératives. Alors, une constatation très claire au cours du vieillissement, notre cerveau consomme moins de glucose. Sa capacité d'importer du glucose dans le cerveau diminue. Donc, les neurones deviennent, enfin le cerveau en général devient beaucoup plus limite du point de vue énergétique. Il faut savoir que le cerveau consomme 20 à 25% de l'énergie de notre organisme, alors qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle. Et en fait, cette énergie, elle est due essentiellement à deux facteurs. Un, c'est maintenir l'excitabilité, permettre aux neurones de générer des signaux électriques, et aussi de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, une sorte d'environnement favorable aux neurones et aux autres cellules, aux oligodendrocytes par exemple. Et donc les astrocytes jouent un rôle clé dans cet apport de glucose au cerveau. Et donc l'idée, effectivement, c'est de se dire peut-être qu'on devrait cibler les cellules gliales, notamment les astrocytes, pour faire qu'elles ramènent plus de glucose dans le cerveau et de ce fait rendre les neurones plus costauds. Il y a des études en cours justement sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des premiers résultats ? Alors voilà, donc en fait, mon groupe a travaillé très longtemps sur ces astrocytes. C'est nous qui avons découvert le mécanisme par lequel ces cellules astrocytaires amènent le glucose au cerveau. Et donc, on a développé ce qu'on appelle une spin-off de mon laboratoire à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, dont le but est d'identifier des molécules qui agissent sur ces astrocytes, leur font capter plus de glucose et donc qui peuvent protéger les neurones de cette manière. Et alors, elles sont ces fameuses molécules, vous en êtes où ? Vous en êtes aux expérimentations ? Alors, on a beaucoup avancé ces 3-4 dernières années. On a identifié toute une nouvelle famille de molécules qui font ce job. Une en particulier qui, en plus, pour autant que l'on puisse dire dans tous les tests précliniques, d'une part, n'a pas d'effet secondaire détectable et deuxièmement, fait rentrer plus de glucose dans le cerveau et dans les modèles animaux qui sont imparfaits, mais tout de même de maladie d'Alzheimer, a des effets protecteurs et aussi tout simplement dans les souris, si on peut dire vieillissantes, qui sont moins performantes du point de vue cognitif. Si on leur donne ces molécules, elles deviennent très efficaces du point de vue. Quand est-ce que vous allez commencer vos premiers tests, études chez l'homme, études cliniques ? L'idée, c'est de passer en phase 1. Donc, c'est simplement une phase de confirmation d'absence d'effets secondaires et surtout de trouver la bonne dose que l'on doit. Et ça devrait se passer à la fin de l'année 2025. Et est-ce que ça marchera sur d'autres maladies neurodégénératives ? Oui. Le principe général, c'est de dire ce qu'il faut, en fait, dans ces maladies neurodégénératives, c'est augmenter la résilience, le fitness, si j'ose dire, des neurones. Et une manière assez directe de le faire, c'est de leur fournir plus d'énergie, de manière à ce qu'elles, d'une part, puissent continuer à maintenir leur fonction vitale et de signalisation. Il faut savoir que les neurones, c'est un peu comme un vieux moteur qui commence à consommer de l'huile, par exemple, produire de la fumée, polluer, et donc moins efficace. Eh bien, au centre de cette production d'énergie, tout le monde a entendu ce terme, je pense, c'est la mitochondrie, c'est l'usine nucléaire, l'usine qui produit l'énergie des cellules. Et donc, l'idée, c'est de leur fournir plus de carburant. Une autre manière, c'est celle que l'on développe à Clinatech, cet institut de recherche à Grenoble, qui est lié au CEA et à l'hôpital universitaire et à l'université, c'est de stimuler directement ces mitochondries. Et d'une manière très intéressante, certaines longueurs d'onde de lumière arrivent à activer ces mitochondries. C'est ce qu'on appelle la photobiomodulation. Mais comment vous faites arriver la lumière à l'intérieur du cerveau ? Alors, il y a deux manières. Une manière invasive, qui est
mise en place depuis maintenant 2 ans dans une étude clinique tout à fait, disons, à ce stade initial, c'est d'implanter dans le troisième ventricule, donc dans cet espace au milieu du cerveau, et de faire émettre de la lumière à la bonne longueur d'onde pour aller protéger, dans le cas de la maladie de Parkinson, les cellules de la substance noire, qui est la région qui produit la dopamine, dont on sait qu'elle dégénère dans cette maladie. Ça, c'est la manière invasive. La manière non invasive, qui est très intéressante, ce sont en fait des bonnets, comme des bonnets de bain, qui contiennent des dizaines de lumières qui émettent des LED, donc qui émettent de la lumière à la bonne longueur d'onde. Et en fait, cette lumière pénètre, en tout cas pour 1 à 2 cm, donc elle peut agir sur le cortex cérébral. Et il y a diverses applications qui sont en train d'être mises en place par Clinatech. C'est une idée lumineuse, hein, si je puis Oui. me permettre. Mais est-ce qu'il faudrait la proposer à des patients qui ne sont pas trop avancés? Parce qu'une fois que les neurones sont très touchés, voilà, c'est un tout petit à peu fait. tardif. Oui. C'est exactement. C'est d'ailleurs comme l'approche pharmacologique développée par cette spin-off, GliaPharm. Oui. Pas très original, mais c'est la pharmacologie de la glie. C'est effectivement d'agir le plus tôt possible pour maintenir les neurones qui sont encore là et viables. Et autant pour Parkinson, on peut agir relativement plus tôt que pour Alzheimer, qui est une maladie qui, quand elle se manifeste, il y a quand même beaucoup de neurones qui ont déjà été abîmés. Oui, alors c'est vrai, mais je dirais il y a deux angles, on pourrait dire. Un, d'une manière générale, comme je l'ai dit, au cours du vieillissement, c'est-à-dire à partir de 50-60 ans, notre consommation de glucose par le cerveau diminue, donc pourquoi pas commencer à le prendre à ce moment-là. Un petit bonnet de nuit lumineux. Non, ou alors la petite pilule qui fait consommer plus de glucose. Voilà. Et puis, pourquoi pas? Et puis, il y a aussi, et ça a été évoqué brièvement par Luc Buet, il y a un facteur génétique de prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas du tout la forme génétique qui est rarissime et qui effectivement est liée à l'amyloïde. C'est cette apolipoprotéine E et la forme 4 qui confère 5 fois plus de vulnérabilité de développer une maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que si vous avez ce gène, vous allez nécessairement développer la maladie, mais vous faites partie d'un groupe qui statistiquement a 5 fois plus de chances. Oui. Et il faut quand même dire que à peu près 40% des patients Alzheimer ont ce gène. Donc voilà, il est quand même très déterminant. Donc si on avait ce gène, on pourrait commencer à prendre, soit faire de la photobiomodulation, soit prendre ces molécules de GliaPharm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir au mieux toute la vie ces cellules gliales? Est-ce qu'il y a une alimentation qui permet de les entretenir mieux? Des conseils pratiques, est-ce qu'on peut en donner aujourd'hui ou est-ce que pour l'instant on ne sait pas trop? Alors je dirais qu'il y a, ça a déjà été évoqué brièvement par Luc Buet notamment, le bon sens, c'est-à-dire un régime, une diète saine, pas d'abus d'alcool, de l'exercice physique, là aussi pas besoin de courir des marathons, mais enfin de l'exercice régulier. Très important, la socialisation, très important. En fait, Luc a évoqué la question des 40 Hz, de stimulation sensorielle, visuelle, auditive. Mais en fait, on peut faire ça aussi en étant très connecté dans une vie sociale active, donc les voyages, participer à des clubs, à des groupes, des associations. Très important aussi, l'utilisation d'appareils auditifs lorsque l'audition baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que si on baisse son acuité auditive, eh bien, on va petit à petit se déconnecter, littéralement, parce que c'est un peu pénible de demander aux gens de répéter tout le temps, donc on se rétracte. Et puis, un dernier point, c'est le sommeil. Le sommeil est très important, de garder un bon sommeil le plus possible, donc voilà, se coucher tôt, se réveiller tôt, mais voilà, c'est du bon sens, mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut proposer. Vous avez parlé pour ces cellules de la consommation de glucose. Alors, est-ce qu'il y a des sucres à privilégier? Est-ce qu'il peut y avoir un effet de la nutrition sur ces cellules? Disons, la question pourrait se dire, ah ben voilà, on n'a qu'à augmenter le taux de glucose dans le sang et tout va bien. Non, parce que le problème du cerveau vieillissant et du cerveau pré-Alzheimer, c'est que il est moins capable d'importer le glucose. Donc, il faut agir sur le mécanisme qui
importe le glucose dans le cerveau. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, ce mécanisme que nous avons découvert dans les années 90 est basé au niveau des astrocytes. C'est ces cellules qui détectent quand les neurones sont actifs et leur amènent l'énergie nécessaire. Donc c'est ça qu'il faut pousser. Une dernière question, après on va vous laisser aussi la parole. C'est l'inflammation. C'est un Oui. mot qu'on cite beaucoup. C'est un mot qui est vraiment de plus en plus mis en avant pour expliquer un certain nombre de maladies neurodégénératives. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc moi je dirais que c'est la deuxième piste qu'il faut maintenant suivre. Parce que, comme l'a très justement mentionné Luc Bier, et aussi Mouna, oui, Oui, Mouna. voilà, qui était là. Bon, la piste amyloïde, elle n'a pas été très satisfaisante quand même. Les effets ne sont pas très forts et il y a même des effets secondaires. Donc, il faut chercher ailleurs. Il y a les anti-tau, protéines tau, ça c'est intéressant, je crois que ça vaut la peine de suivre. Mais les deux autres voies, c'est l'énergie, fournir plus d'énergie aux neurones, et deux, diminuer l'inflammation. Et ceci. Alors, pardon, oui. quand on parle d'inflammation, qu'on soit bien clair, c'est pas l'inflammation aiguë, c'est cette inflammation Chronique, à bas bruit dont on ne se à rend bas pas bruit. compte, parce que ça c'est vraiment important comme Oui, message. et qui est très lié à des situations pathologiques qui touchent une grande partie de la population, c'est-à-dire obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, qui sont tous des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Et cette inflammation chronique, évidemment, impacte la viabilité des neurones. Donc, l'utilisation de molécules qui, en fait, agissent sur cette fameuse microglie, puis la calment un peu, parce que cette microglie s'active très facilement. C'est un mécanisme de protection, mais il devient négatif à un moment donné. C'est aussi une très bonne piste, je dirais. Est-ce que c'est des produits qui risquent d'avoir des effets secondaires? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, enfin, la table ronde précédente, effectivement, des médicaments contre Alzheimer notamment, qui ne sont pas des médicaments anodins quand même pour l'instant. Est-ce que l'action sur l'inflammation, elle pourrait être avec moins d'effets secondaires? Je pense, on est entouré d'anti-inflammatoires, donc bon, il dérange un peu la muqueuse gastrique, mais on ne va pas manger toute sa vie des anti-inflammatoires pour avoir de... Il faudrait trouver quand même des molécules anti-inflammatoires plus spécifiques pour le cerveau. Et il y en a des molécules spécifiques pour le cerveau? Alors, on connaît, disons, on va y arriver, je pense. On connaît les processus spécifiques de la microglie activés. Donc, on peut se dire, on va essayer de les cibler parce qu'ils sont plus spécifiques. Pour ce qui est du glucose, maintenant, on a ces molécules qu'on va entrer en clinique bientôt. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup d'espoir. Vous verrez nous en parler. Oui, un grand plaisir. Premier résultat. Hélène? Merci, merci beaucoup pour tous ces éléments. On vous applaudit effectivement. Et nous allons prendre quelques questions. Alors, on va commencer par la droite. Voilà, je vous écoute, madame. Oui, bonjour. J'aurais deux questions. La première concerne l'APO4. Est-ce qu'il est possible de se faire détecter par une prise de sang, par exemple? Donc, et ma deuxième question, vous avez parlé beaucoup du glucose pour nourrir les neurones. Qu'est-ce que vous pensez des corps cétoniques, puisque dans les régimes... Tout à fait. La première question par rapport à l'APO4, merci. Est-ce qu'on peut la détecter dans une prise de sang? Est-ce qu'on peut savoir si l'on est porteur? Oui, on peut, absolument. Mais ça ne signifie pas forcément qu'on va développer la maladie. Non, ça ne veut pas dire que... Voilà, on peut le faire. C'est pour ça que personnellement, je pense que c'est moyennement intéressant d'aller voir si on a l'APO4 ou pas. Parce que, bon, d'une part, ça ne veut pas dire qu'on l'aura, donc on va créer une sorte d'anxiété inutilement, d'autant plus que pour l'instant, il n'y a pas vraiment, comme on l'a vu, de vrai traitement. Par contre, il y a un point que j'aimerais souligner qui ramène au glucose. Les sujets qui sont APOE4 positifs ont une baisse de la consommation du glucose dans le cerveau bien avant les symptômes cliniques. Donc, ça indique que ça va dans cette direction de la causalité, ou en tout cas d'un rôle important de la disponibilité de glucose dans le cerveau. Parce que si vous avez ce gène qui fait que, pour des raisons qu'on ne connaît pas, aboutit à une moindre consommation de glucose du cerveau, vous allez être plus vulnérable. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. La deuxième question. La deuxième, les sur corps le glucose, cétoniques. pardon. Oui, les corps cétoniques, c'est une alternative énergétique intéressante, absolument. Elles peuvent compenser pour cette baisse de la capacité du cerveau vieillissant de capter le glucose. Le seul problème, c'est que les corps cétoniques sont quand même un tout petit peu moins efficaces comme
du point de vue énergétique pour les neurones, mais c'est une bonne piste, absolument. Merci beaucoup. Nous allons partir vers la gauche. On vous écoute. Oui, bonjour, merci d'abord de votre exposé qui est fort intéressant. J'ai une petite question. C'est vrai que le glucose est extrêmement important dans la viabilité des cellules cérébrales, mais il n'y a pas que le glucose qui est nécessaire, il y a l'oxygène aussi. Est-ce que les pathologies vasculaires entraînent des lésions cérébrales qui peuvent conduire en fait à des lésions également au niveau neuronal? Absolument. Donc le glucose, il est intéressant si on peut le brûler, l'utiliser comme carburant. D'ailleurs, il y a une étape intermédiaire qui est le lactate, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment le carburant final que les neurones utilisent. Et donc, effectivement, il faut de l'oxygène pour brûler du glucose ou du lactate. Et effectivement, les troubles vasculaires, où il y a une diminution de l'apport d'oxygène, peuvent avoir un effet négatif. Il faut quand même savoir qu'il y a une marge de sécurité assez importante pour l'oxygène dans le cerveau. Donc il faut vraiment diminuer considérablement le débit sanguin pour vraiment affecter la disponibilité d'oxygène. Merci beaucoup. Nous repartons sur la droite de ce très bel amphithéâtre. On vous écoute. Bonjour, merci. Vous avez évoqué très très vite, avec la sclérose en plaques, la possibilité d'un impact de type schizophrénie. On a essayé les médicaments de la sclérose en plaques sur ces pathologies? Alors, c'est une analogie, enfin, c'est des similitudes, mais ça ne veut pas dire que les causes sont les mêmes. Donc, dans le cas de la sclérose en plaques, c'est clair, c'est les oligodendrocytes qui souffrent et qui dégénèrent par plaques, justement, d'où d'ailleurs la symptomatologie assez hétérogène de la maladie. Ce n'est pas que des symptômes sensoriels, sensitifs, ou moteurs, ou même cognitifs. Pour ce qui est de la schizophrénie, c'est une observation, et même aussi dans le vieillissement, donc il faut être très prudent, mais maintenant on a des techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de tracer les voies, les longues voies intracérébrales, et on voit des différences, des anomalies dans différentes pathologies psychiatriques notamment, et aussi avec le vieillissement, une perte. Mais c'est une observation très générale encore. On n'a pas la spécificité que l'on a pour la sclérose en plaques dans laquelle on a identifié vraiment la cause. Mais ceci dit, cette matière blanche qu'on a tendance un peu à moins considérer, on dit ouais, la matière grise c'est la matière noble, eh bien cette matière blanche joue un rôle important. De moins en moins avec vous, là. Évidemment. Vous êtes en train de la mettre à la lumière. Cette Évidemment. Absolument. Et une dernière question de ce côté, on vous écoute. Oui, une dernière petite question. Eflic a montré qu'il existait des télomérases en fait, et des télomères en bout de cellules. Est-ce que les cellules gliales sont touchées également par le vieillissement précoce dû à ces télomères qui sont parfois très courts? Le lien entre télomères et neurodégénérescence, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Écoutez, non, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une maladie génétique rare qui est la maladie de De Vivo, où c'est une déficience du transporteur au glucose, qui est celui sur les cellules gliales, et ces enfants naissent avec une épilepsie de type absence, qui petit à petit diminue, mais ils ont ensuite des troubles de la coordination motrice très importants et c'est très invalidant. C'est une maladie qui est assez rare, pas trop rare, mais qui pourrait bénéficier aussi de traitements pour lesquels on va pousser l'entrée de glucose dans le cerveau. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vous propose d'en prendre cette fois-ci une dernière. On vous écoute. Oui, je voudrais savoir si les cellules gliales ont un rôle contre donc les maladies du cerveau, certes, et particulièrement celle de la dépression sévère. Oui. Alors effectivement, il y a toute une série d'observations maintenant, je dirais depuis une quinzaine d'années, qui montrent une diminution de la densité gliale dans des régions frontale, donc cortex orbitofrontal, cortex dorsolatéral, donc ces régions dont on sait qu'elles sont fortement impliquées dans la dépression majeure, hein, pas le petit vague à l'âme, voilà, dans la dépression majeure. Et d'autre part, dans des études qui ont été conduites sur des banques cérébrales, de cerveau, vous savez, il en existe quelques-unes dans le monde, on a pu mettre en évidence une baisse de beaucoup de marqueurs gliaux chez des patients qui souffrent de dépression majeure.
Et en fait, des études d'ailleurs que nous avons conduites aussi, et d'autres, sur des modèles animaux de dépression, ils valent ce qu'ils valent, mais enfin quand même, c'est surtout l'anédonie, l'absence de plaisir, qui est quand même un des symptômes cardinaux de la maladie, répondent à l'administration périphérique de lactate, qui est en fait le produit qui est vraiment utilisé à partir du glucose par les neurones. Et il se trouve que, épidémiologiquement, on sait que l'exercice physique, par lequel on produit du lactate, a un effet antidépresseur. Donc, et comme ce lactate est produit par les astrocytes, par les cellules gliales, donc on s'intéresse de plus en plus au rôle de la glie dans la dépression. Merci beaucoup. On vous applaudit une nouvelle fois. Merci beaucoup, Anne.